Bonsoir chez vous et bienvenue à votre magazine Le Débat. Alors aujourd'hui, une publication, une vidéo ou un simple message peut déclencher une vague d'indignation, exposer des personnes et parfois même entraîner une forme de jugement collectif en quelques heures seulement. Mais il se trouve que derrière cette réalité, une autre lecture existe. Les réseaux sociaux sont aussi devenus des espaces où certaines injustices sont révélées, où des citoyens longtemps inaudibles trouvent enfin une voix et où la pression de l'opinion peut parfois faire réagir plus vite les autorités. Alors, faut-il y voir une dérive inquiétante ou au contraire une nouvelle forme de régulation sociale ? Les réseaux sociaux sont-ils devenus un tribunal ? C'est la question de ce soir dans votre magazine Le Débat. Et ça fait le débat. Merci en tout cas à nos invités d'être avec nous en studio. Et comme à l'accoutumée, nous allons vous les présenter. Mais juste avant, nous avons un élément de reportage. Alors, nous nous intéressons à la manière dont les réseaux sociaux influencent aujourd'hui l'opinion publique entre dénonciation, mobilisation et emballement collectif. Alors, un constat sur ces nouvelles dynamiques avec des exemples concrets. C'est un reportage signé David Soyo. Les réseaux sociaux sont ancrés dans les habitudes des Ivoiriens. Au quotidien, ils s'y consacrent en moyenne entre 4 et 5 heures et demie. La moyenne se rapproche à celle du monde qui est de 6h55 par jour selon les chiffres récents de Digital Discovery. Leur essor a suscité de nouvelles vocations, entre autres community managers, créateurs de contenu, web humoristes, cyberactivistes et influenceurs. Justement, cyberactivistes et influenceurs s'illustrent intensément en Côte d'Ivoire. Société, politique, santé, sport et divertissement, ils s'emparent de toutes les thématiques et surfent sur le buzz. Chaque jour, de nouvelles affaires sont révélées, enflammant parfois les réseaux sociaux. Grossièreté, perversité, invective, diffamation et clash inondent la toile. Ces espaces sont souvent considérés comme des tribunaux. Ils dénoncent, accusent, condamnent et jettent parfois la vindicte populaire des citoyens présumés innocents. Cependant, tout n'est pas négatif. De nombreux créateurs émergent avec des contenus axés sur la sensibilisation, le civisme et la cohésion sociale. Mais entre messages de paix et discours de haine, la quête de la visibilité reste forte. En un mot, ils sont prêts à tout pour des likes, des vues et des partages. Le gouvernement a pris des mesures pour réguler le secteur avec la campagne en ligne Tous responsables, avec le hashtag Stop aux sorciers numériques. Des arrestations de quelques activistes et influenceurs ont également eu lieu, mais les dérapages persistent. Force est de constater que les réseaux sociaux constituent un univers en pleine expansion, partagé entre liberté d'expression et nécessité de régulation. De retour en studio, nous recevons nos invités. Après, on va leur demander de réagir après cet élément du reportage. Docteur Bamba Sidiki est avec nous. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication et vous êtes spécialisé en communication, médias et manipulation à l'université Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait. Merci d'être là. Merci. Monsieur Yannick Boka, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste en communication digitale. Tout à fait. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Merci. Docteur Aka Tédou Landry, bonsoir docteur. Bonsoir madame. Vous êtes enseignant-chercheur en droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait. Monsieur Valentin Zawi, bonsoir à vous. Bonsoir Mariam. Alors vous êtes sociologue et puis par ailleurs vous êtes également expert en gestion des ressources humaines. Tout à fait. Messieurs, merci à vous quatre d'être avec nous ce soir. Nous allons tenter d'y voir plus clair. Est-ce que les réseaux sociaux sont devenus comme un tribunal? Alors, ce premier élément de reportage, j'aimerais bien avoir vos réactions à chaud. Je commence par vous, docteur Bamba Sidiki. Oui, on pourrait dire que les réseaux sociaux ressemblent à un tribunal sans, je peux dire, le caractère du tribunal. Parce qu'un tribunal, c'est tout un dispositif, ce sont des procédures. Quand on regarde le tribunal de la manière dont il fonctionne,
il est très loin de ce que nous présentent les réseaux sociaux numériques. Il faut dire qu'avec les réseaux sociaux numériques, nous sommes dans un cadre de dispositif. On dit habituellement que ce sont les réseaux sociaux numériques qui influencent. Non, c'est ce qui est dit à travers les réseaux sociaux numériques qui influencent. Sinon, en tant que dispositif technique, il ne saurait influencer qui que ce soit. C'est comme nous sommes ce soir à la télévision ne serait influencée, mais il n'y a d'influence que par rapport à ce qui est dit. Donc ce sont les propos, leur agencement, leur façon d'être dit, leur façon d'être fabriquée qui participent à cette influence. Et cette influence-là peut être ou négative. Alors, on va le voir tout au long donc, de cette émission. Alors, quels sont vos sentiments après cet élément de reportage? Oui, c'est une réalité sociale à laquelle nous sommes confrontés. Ça, il faut le prendre comme tel, parce qu'il n'y a pas à faire de l'alarmisme dans la mesure où on baigne tous là-dedans. Et ce n'est pas que ça va aller de mal en pire. C'est-à-dire que les dispositifs techniques existent, il faut en prendre conscience et en même temps avoir la capacité de s'y soustraire quelquefois, d'avoir de la distanciation par rapport aux réalités qui peuvent nous être en tout cas offertes. D'accord. Alors, docteur Aka Landry, est-ce que selon vous, cet élément de reportage résume succinctement le contexte dans lequel on est? Oui, pour moi, le reportage résume la situation. Les réseaux sociaux présentent plusieurs avantages et le reportage l'a fort bien montré. Mais les réseaux sociaux aussi sont utilisés abusivement et les dérives sont légion. Le reportage l'a montré également. Donc pour moi, le reportage résume la situation. Alors notre sociologue, alors quel est le regard du sociologue? Oh, mais le regard du sociologue, il rejoint celui de M. Oyo. Je pense qu'il a cette capacité-là de bien situer les choses, hein, parce que le monde n'est ni noir ni blanc, il y a du gris au milieu. Donc je pense que oui, il relève ce qui est bon, parce que c'est un outil. C'est un outil, les réseaux sociaux sont des outils. Donc, M. Oyo, dans son élément, relève les points positifs parce que c'est un espace numérique qui a vu naître des fonctions, pour ne pas dire des emplois, community manager, même des influenceurs et tout ça. Et de l'autre côté, il y a aussi les points négatifs, hein, parce que, comme disait le docteur Sidiki, il y a ce qu'on dit, et quand c'est mal dit, ça peut avoir donc une répercussion négative sur la société. Ce qui est important, et je pense qu'on aura le temps de développer, nous sommes une société humaine, et ce qu'il y a de mieux, comme nous on aime le dire en sociologie, c'est la loi. Parce que nous avons le droit de nous exprimer en termes de liberté, qui est même consacré par nos constitutions, on y reviendra. Mais parler en public, c'est aussi une responsabilité que ça implique. Et c'est là que parfois, certains oublient qu'il ne faut pas juste parler, mais il faut savoir aussi parler en public. En public. Alors, Monsieur Yannick Bouka, alors vous, c'est votre domaine de prédilection, c'est votre métier que de travailler dans le digital. Alors, est-ce qu'on est réaliste avec cet élément de reportage? Oui, on est très réaliste. J'aime m'amuser à dire qu'on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à la maison. Parce que vu le volume de temps qui a été énoncé dans le reportage, ça se voit et ça s'entend. Aujourd'hui, on est sur une place publique qui est devenue bien évidemment un tribunal, mais je dirais un tribunal de perception. Parce que tout le monde se bat pour défendre un peu son narratif à chaque fois qu'il est accusé. Chaque fois qu'on a l'occasion de prendre la parole, comme monsieur le disait tout à l'heure, les gens n'hésitent pas à prendre la parole parce que c'est devenu le canal le plus rapide, pas forcément le canal le plus pertinent, mais le canal le plus à la portée de tout un citoyen pour réclamer quelque chose, pour insulter, pour dénoncer. Donc on se retrouve sur une place publique où, bien évidemment, que ce soit l'État, que ce soit également les réseaux sociaux, essaient de mettre en place des mesures pour pouvoir contrer un peu tout cela. Et on est obligé de vivre avec parce que ça fait partie de notre quotidien désormais. Voilà. Désormais, comme vous dites. Alors, désormais également, nous aussi, on est vraiment dans le digital. Vous avez la possibilité donc d'interagir avec nos différents invités sur le plateau, de leur poser les questions qui vous conviendraient de poser. Être sûr que nous sommes au stade donc de la justice ou bien du lynchage. Alors, ce serait l'idéal que vos questions tournent autour de l'axe sur lequel nous sommes en train d'intervenir. Donc, selon vous,
selon nous. Nous allons voir concrètement, est-ce que c'est de la justice ou bien c'est du lynchage? Ça, c'est la première des choses. Et puis, s'il vous plaît, faites des phrases courtes et concises pour que l'on puisse lire rapidement vos différents points de vue et puis que les invités puissent réagir. Alors, docteur Bamba Sidiki, alors dites-moi, vous qui travaillez sur les mécanismes d'influence et de manipulation, alors dites-nous, aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux fabriquent des coupables? Ou bien est-ce que cela révèle ce que l'on percevait mal avant? Oh, il y a de tout là-dedans. Je disais tantôt à des amis avec qui j'aime discuter que les réseaux sociaux n'apportent rien de nouveau. Absolument rien. Tout ce qui s'y passe, ce sont des choses qui se passent dans la vraie vie, dans la société. Oui. Seulement aujourd'hui, il y a de nouveaux éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est l'instantanéité des réseaux sociaux, la viralité qui rentre en ligne de compte et la capacité de nuisance qui va avec, dans la mesure où on n'a pas le temps de la distanciation par rapport à l'information qui est donnée. Tout le monde est devenu spécialiste. Tout le monde s'exprime sur les réseaux sociaux parce que c'est facile. Avec un smartphone, avec des datas, on a la capacité, la possibilité de dire ce qu'on a envie de dire, dont tout le monde nous écoute. Mais en termes d'influence, il faut faire très, très attention. Ne croyons pas que les gens sont influencés immédiatement. Non. Il y a des effets de groupe. Il y a que lorsqu'il y a un débat, tout le monde s'engouffre dans le débat en donnant son opinion. L'opinion, c'est un point de vue. Et il peut s'avérer que des points de vue soient concordants sur un phénomène sans qu'on ne prenne le temps nécessaire, comme je le disais tantôt, de la distanciation, de l'enquête nécessaire en termes de journalisme pour arriver à la vérité. Mais avant qu'on y arrive, il y a comme ça un effet de groupe qui participe à amplifier les choses et à fabriquer derrière tout ce qui est élément de manipulation, c'est-à-dire des ajouts d'éléments non fondés, des fabrications de preuves, des montages aujourd'hui, on le voit bien avec l'IA par exemple qui vient complexifier la situation dans la mesure où on n'arrive pas véritablement à savoir à tirer le vrai du vrai. Donc on est dans un fourre-tout et ce fourre-tout-là est permis par rapport au dispositif technique qui est le réseau social lui-même. Sa façon de fonctionner fait que chacun d'entre nous est en même temps auteur, éditeur. On peut mettre sa photo en ligne et la retirer quelques minutes après parce que des amis nous ont dit ce n'est pas une belle photo et on peut balancer une information pensant qu'elle est vraie. Et comme j'aime aussi à le dire, vous croyez en quelqu'un, voilà, Myriam Touré, je crois en elle, elle est journaliste, elle m'envoie une information, je la balance parce que je pense que ma sauce est bonne sans que je n'ai eu le temps vraiment de vérifier. D'accord. Alors, Monsieur Valentin Zawi, alors comment est-ce que vous expliquez que l'opinion publique en ligne puisse à la fois accuser très vite, mais avec cette même rapidité, puisse parfois défendre et réhabiliter aussi vite? Mais à la suite de Dr Sidiki, en fait, ce qu'il faut comprendre, l'erreur qu'on commet parfois, il n'y a pas une vie virtuelle et une vie réelle. Nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est comme nous sommes dans la vie de tous les jours. Et l'État a tellement bien compris que autant nos relations en société, dans la vie réelle, sont régies par des lois, autant il y a également des lois. Donc l'espace numérique n'est pas un no man's land, en fait. Donc oui, et votre question m'amène à d'entrée déjà parler de la notion d'éducation. Parce qu'à la base, c'est aussi cela. Un citoyen qui est éduqué, ça suppose que c'est une personne qui a des valeurs humaines en termes de vertu, le respect de soi, le respect de l'autre. Donc vous verrez qu'une personne éduquée va rarement avoir des propos désobligeants ou injurieux sur la place publique. Oui. Il y a quand même de la tenue, de la retenue, voilà, pour prendre un raccourci. Et donc finalement, ce que nous sommes sur l'espace numérique, en vérité, est en écho avec les dispositions que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui. Alors après, ce n'est pas un fait à négliger. Quand on a un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu des crises militaro-politiques, comme on le sait, forcément, ça dérégule la société. Ça fragilise, j'allais dire, certains parents qui n'ont plus toutes les clés même pour s'occuper, pour s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est ce qu'on voit dans nos sociétés. Quand on voit des personnes qui ignorent le feu tricolore, alors que bon, il faut marquer un arrêt. Quand on est dans des pratiques corruptives à tous les niveaux, toutes les strates de la société. Bref, quand finalement on est dans une logique, j'allais dire, de contre-valeur,
Ben forcément, si on entretient, parfois on en fait la promotion malheureusement dans la vie réelle, ben forcément c'est ce qui se dépense sur l'espace numérique. Donc oui, nous sommes, et ça sera ma chute, nous sommes sur l'espace numérique qui est un espace social, comme l'espace réel, ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Alors, docteur Aka, alors est-ce que c'est devenu carrément une justice sociale informelle? Est-ce que les réseaux sociaux sont une justice sociale informelle? Et on parle de justice sociale informelle pour désigner des mécanismes communautaires traditionnels de résolution des conflits. Oui. Et des pratiques populaires qui concourent également à la résolution des conflits. Et sous cet angle-là, les réseaux sociaux peuvent être considérés comme une justice sociale informelle. On a vu qu'il y a certaines causes qui ont été portées sur les réseaux sociaux et qui, voilà, avec l'amplification que permettent les réseaux sociaux, ont eu donc un écho favorable. Mais il faut faire attention parce que les réseaux sociaux sont bien souvent la place privilégiée du lynchage médiatique. On voit que certaines personnes sont accusées à tort de divers mots. On voit que les panels se transforment en foires d'injures publiques. On voit que des messages d'appel à la haine, des messages racistes, des messages xénophobes prolifèrent sur les réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux, malheureusement, parfois fonctionnent comme un tribunal, mais qui n'est pas encadré. Parce que normalement, le procès pénal est encadré par ce qu'on appelle les principes directeurs, la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, le principe du contradictoire. Malheureusement, tous ces principes fondamentaux du procès manquent à l'appel sur les réseaux sociaux. D'accord. Très belle analyse. Alors, monsieur Yannick Bouka, on a vraiment le sentiment que les plateformes favorisent du contenu, enfin, ou bien les internautes, hein, comme on dit, du buzz. Okay. Les contenus émotionnels, les contenus qui font réagir, qui choquent, qui scandalisent, à la défaveur justement d'autres causes qui sont beaucoup plus, qui sont légitimes, qui pourraient passer inaperçues. On a l'impression que c'est une culture qui se développe. Il faut dire que techniquement, c'est un peu le fond de commerce de pratiquement tous les réseaux sociaux. Parce que un réseau social, il se nourrit de publicité. Et la publicité, vu qu'elle est observée par beaucoup de personnes, c'est grâce à cela que les réseaux sociaux gagnent de l'argent. Donc l'algorithme, sur le plan technique, naturellement, il pousse beaucoup plus les contenus qui emmènent en fait les gens à réagir. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, on réagit vraiment sur le coup de l'émotion. Que ce soit les commentaires, que ce soit les partages. Il y a même des personnes, au fur et à mesure, qui se ravissent, qui se disent « Ah, mais j'aurais pas dû dire cela » parce qu'on voit beaucoup de personnes, après une sanction, qui viennent publiquement présenter des excuses. Donc ça... Le buzz est fait. Le buzz est déjà fait. Donc naturellement, en fait, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, ils poussent beaucoup plus rapidement ce genre de contenu parce que l'algorithme, il faut dire que c'est un ensemble de robots. Donc ils sont pilotés comme ça, en fait. Toutefois, les plateformes ont également mis en place des dispositifs qui permettent de signaler des contenus diffamatoires. Donc, il ne faudrait pas penser en fait que les gens sont capables de faire tout et n'importe quoi. Toutefois, c'est un processus parce que les réseaux sociaux, c'est des milliards, des millions de personnes. Donc, raison pour laquelle, sur le plan local, les différents États travaillent en collaboration avec Meta, avec TikTok, pour que des dispositions soient prises rapidement. On va en parler, que ce soit signalé. Mais déjà, quand on reste sur le constat, alors, on a l'impression que c'est le chien qui se mord la queue. Dans le sens où, effectivement, les contenus qui créent l'engouement, le voyeurisme, comme on dit ici chez nous, l'affairage, ça c'est privilégié, vous l'avez confirmé. Mais le fait que ce soit possible d'être monétisé, est-ce que là, ce n'est pas un engrenage qui fait qu'on va de plus en plus loin? Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est un fonds de commerce. Je veux dire, et psychologiquement, l'individu
on est tous pareils. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on peut tomber sur un contenu scientifique qui va nous demander 10 minutes de lecture, mais tout de suite, on va tourner autour d'un contenu qui fait 2 minutes, qui a réussi à capter notre attention beaucoup plus rapidement. Donc, on est un peu dans un combat du bien et du mal, où le mal se donne les moyens de capter l'attention des gens et où les personnes qui ont les bonnes informations ne se donnent pas les moyens de toucher beaucoup plus rapidement les gens en méprisant plus ou moins les mécanismes. C'est-à-dire aujourd'hui, les bonnes informations ne s'adaptent pas aux réseaux sociaux, sachant que les mauvaises informations connaissent et maîtrisent les codes. Ils savent aujourd'hui, quand quelqu'un doit balancer une mauvaise information, il sait que c'est les 3 premières secondes qui captent l'attention des gens. Donc, il va balancer une première parole qui va attirer des gens. Ils savent comment maintenir les gens. Ils savent comment déclencher certaines émotions. Mais le bon contenu, un contenu scientifique ou la bonne information, elle ira juste se déposer comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Alors, la tablette, nous avons déjà 3 personnes qui souhaitent vous poser des questions, messieurs. Alors, Théa Emmanuel, il nous dit les réseaux sociaux agissent comme un tribunal dans le sens où ils permettent aux voix marginalisées de s'exprimer, mais ils peuvent aussi mener à des jugements hâtifs et à des conséquences injustes. La clé réside dans l'éducation des utilisateurs sur l'importance de l'esprit critique et la vérification des faits avant de porter le jugement. Bon. Arsène Kwame, il nous dit où se situe la frontière entre la liberté d'expression et la diffamation. Les tribunaux numériques ne permettent-ils de révéler des injustices que la justice classique ignore? Et puis, M. Théa Emmanuel, apparemment c'est le même, oui, c'est le même. Il revient en nous disant, de manière beaucoup plus concise cette fois-ci, la justice est essentielle pour maintenir l'ordre et la paix dans une société, tandis que le lynchage représente une déviation dangereuse et souvent tragique de ces principes. La promotion de la justice doit être la priorité pour éviter. Bon, qu'est-ce que cela vous inspire, messieurs? Je commence par vous. Oui, Docteur Attal. je crois que les interventions que l'on vient d'entendre traduisent bien la réalité. Il y a une question qui a été posée relativement à la distinction à faire entre liberté d'expression et diffamation. Je crois que la liberté d'expression, c'est le droit reconnu à toute personne, donc d'exprimer son opinion, de dire ce qu'il pense, donc liberté religieuse, liberté de conviction idéologique, politique. Donc, l'on est en droit de dire ce qu'on veut. Sauf que la liberté d'expression n'est pas absolue. Et la Constitution qui consacre la liberté d'expression en son article 19, elle-même pose des limites à la liberté d'expression. Elle dit que la liberté d'expression est limitée par le respect de la loi, est limitée par les droits d'autrui, est limitée par la sécurité nationale et par l'ordre public. De ce fait-là, la liberté d'expression ne peut pas consister en la diffamation. Et alors, la diffamation, c'est quoi? La diffamation, c'est toute allégation, toute imputation qui porte atteinte à la considération ou à l'honneur d'une personne. Vous comprenez donc que quand on dit qu'une personne a fait une chose, alors que cette chose peut nuire à la réputation de la personne, à la considération de la personne, à l'honneur de la personne, on est en train de diffamer la personne. Et je veux préciser que la diffamation, ce n'est pas l'injure. Parce que l'injure, c'est toute invective, tout thème de mépris qui ne renferme pas l'imputation d'un fait. Donc, quand on lance un propos grossier, mais qu'on n'indique pas un fait précis commis par la personne, ce n'est pas la diffamation, c'est l'injure. Donc, il y a des distinctions à faire, mais tout cela, ça porte atteinte aux droits légitimes des individus. Donc, on ne peut pas dire ces choses-là sous le couvert de la liberté d'expression. D'accord. Alors, docteur Bamba, est-ce que les réseaux sociaux rééquilibrent les rapports de force en donnant la parole aux plus faibles assez souvent? Oh, c'est ce qu'on croit. Je pense qu'en termes d'équilibre, ça dépend des sujets. Voilà, il y a des sujets à forte dose d'émotion qui peuvent amener, disons, dans un cadre véritablement de débat, d'apporter des contradictions. C'est ce qui rend en fait un débat intéressant.
Voilà. Maintenant, en termes d'équilibre de force, ça peut arriver lorsque un problème n'est pas suffisamment connu et que des gens sont faits de cette réalité-là et qui mettent sur la place publique ce que nous ne savons pas. Dès lors, ça nous amène à équilibrer nous-mêmes notre façon de voir cette chose-là. Ça, ce sont des réalités. Sans compter maintenant sur le plan purement politique, il se peut qu'une décision politique quelconque n'agrée pas tout le monde. À partir de ce moment-là, le public a droit, en tout cas dans sa légitimité qu'on lui connaît, de pouvoir en tout cas se lever contre cette disposition politique-là, cette décision, et ça peut équilibrer, parce que l'homme politique en tant que tel peut lancer un ballon d'essai pour voir si une décision peut passer ou pas. En fonction de la levée de bouclier qu'il pourrait avoir et en fonction de, quelquefois, des arguments très poussés des citoyens lambda, l'homme politique peut arriver à reculer. Ça crée en cela, en tout cas, une sorte d'équilibre de force. D'accord. Alors, M. Valentin, alors dites-nous, M. Zawi, dans certains cas, la pression populaire en ligne a permis de faire bouger des lignes, on en parle? Oui, il y a eu, pour rester sur notre pays, il y a eu des situations avec la crise, par exemple, de la data, où des citoyens estimaient que, manifestement, ils étaient lésés relativement au coût des data. Donc, il y a eu une campagne assez, j'allais dire, pertinente et collective sur l'espace numérique qui a permis de donner gain de cause. Il y a eu également aussi de mémoire une situation... Voilà, des livreurs, effectivement, où il était question qu'il n'ait plus accès à certains endroits d'Abidjan. Bon, ça a réveillé beaucoup de passion, mais comme l'a dit Dr Sidiki, c'est aussi des occasions où des citoyens outillés donnent des contributions avec des propos pertinents, des arguments qui permettent aussi à l'État, aux autorités de faire l'intelligence des choses, comme dirait un de mes maîtres, pour finalement décider. Donc oui, c'est en fait comme et Dr Aka, c'est ça, hein, l'a dit à l'instant, la liberté d'expression est un droit constitutionnel. Voilà, donc tout citoyen a le droit, la liberté de conscience, la liberté de s'exprimer, mais comme il a aussi dit, à l'article 19, je m'exprime, mais en tenant compte, n'est-ce pas, de la loi, en tenant compte des droits de l'autre, en tenant compte de la sécurité nationale, et comme il a dit, de l'ordre public. Donc, oui, s'exprimer est un droit, mais on ne s'exprime pas seulement l'expression tout et n'importe comment. C'est aussi encadré. Et c'est en cela, comme je l'ai dit, que chaque citoyen doit faire attention à sa prise de parole publique. Il y a ce qu'on dit dans la sphère privée, avec des amis, dans son séjour, à la maison, et il y a ce qu'on dit sur la place publique. Aujourd'hui, avant, au village, c'était l'espace public, là où on règle les palabres, ou le marché. Aujourd'hui, l'espace public, ce sont vos plateaux, ce sont les réseaux sociaux. Donc, dès l'instant où on prend la parole sur l'espace public, il faut faire attention. J'ai le droit, c'est un droit constitutionnel de m'exprimer, mais est-ce que je le fais en respectant les dispositions légales? Parce qu'autrement, je tombe sur le coup de la loi. D'accord. Alors, M. Yannick Boka, alors, vous êtes spécialiste en ce qui concerne le digital. Est-ce qu'on peut dire, sans risquer de se tromper, que dès l'instant où ça devient viral, il y a tout de suite des réactions? Oui, bien évidemment, parce que ce sont les réactions qui rendent une publication aussi virale. Sinon, quelqu'un peut venir raconter n'importe quoi. S'il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, il n'y a personne, le contenu ne sera pas viral. Donc, bien évidemment, la responsabilité de la viralité d'un contenu n'incombe pas seulement qu'à la plateforme. Ça incombe aussi à tous ces relais médias, à toutes ces personnes qui vont partager, à des personnes qui feront de ce sujet-là un chou gras. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces personnes-là qui rendent ce contenu-là viral, en fait. Voilà. D'accord, alors ça m'amène à vous poser la question suivante, messieurs. Est-ce que finalement, les autorités ne seraient pas peut-être un peu sous pression par rapport à justement des situations où, dans l'entendement public, sur les réseaux sociaux, on en parle, ou au contraire, vous avez le sentiment que les autorités restent sur des procédures classiques?
Non, toutes les autorités aujourd'hui à travers le monde savent qu'il faut jouer avec les réseaux sociaux numériques. Ne pas en prendre conscience, ce n'est pas gouverner, ce n'est pas possible. Voilà, ce sont des réalités sociales. Et ces réalités sociales-là, lorsqu'elles sont là, il ne faut pas s'amuser avec. Moi, je crois que si j'avais peut-être fait une enquête avant de venir ici, je pourrais peut-être vous donner les community managers de nos différents ministères et tous ceux qui y sont, et même des grands directeurs. C'est très important, lorsqu'il y a un outil nouveau, de s'y intéresser et de voir son fonctionnement. Et dans le fonctionnement actuel des réseaux sociaux numériques, il faut tenir compte de ce qui s'y dit. Ben, évidemment, on ne peut pas tout prendre comme argent comptant, évidemment. Sinon aussi, on ne gouverne pas avec la rue, hein, comme on ne gouvernerait pas aussi à les réseaux sociaux numériques. Cependant, il faut en tenir compte pour essayer de faire des ajustements. C'est très, très important. Et je crois que c'est un outil aussi par lequel tout le monde passe. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, les réseaux sociaux numériques font, comme on l'a dit, tout le monde l'a dit sur ce plateau, ils font partie de notre vie. Donc, à partir de ce moment, avec le temps, il y aura des formes de régulation interne, mais pour l'heure, il y a un emballement, et cet emballement est dû au fait que ce n'est pas une non-maîtrise, hein, mais c'est une réalité sociale avec laquelle il faut compter. Alors dites-moi, vous avez le sentiment, vous partagez ce point de vue? Oui, je crois que les pouvoirs publics tiennent compte de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais ils ne peuvent pas céder à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut avoir le recul nécessaire quand on dirige et faire la part des choses entre ce qui convient à l'ensemble des citoyens et donc ce qui s'impose au pouvoir public et ce qui doit être rejeté. Donc les réseaux sociaux, oui, on peut avoir une influence sur les pouvoirs publics, mais en même temps, par exemple sur le service public de la justice, oui. Normalement, le réseau ou les réseaux sociaux ne devraient pas avoir une incidence sur les décisions de justice. Mmh. Voilà, parce que le juge, il est indépendant. Et l'indépendance de la justice, elle est à l'égard de l'exécutif, mais elle est à l'égard également de l'opinion publique. Mmh. Donc le juge ne doit pas céder à la pression populaire. Mmh. Le juge est serviteur de la loi. Et donc il ne doit sa décision qu'à son intime conviction sur le fondement donc, de la loi. Sur le fondement de la loi et non pas sur les bruits faits sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quelqu'un disait que quand l'opinion publique entre dans les prétoires, la justice sort par la porte. Voilà, donc c'est cela. Vous avez parlé de pression populaire. Moi, je vous parle de justice populaire, Monsieur Zawi. Alors, quelle est selon vous la nuance entre cette justice populaire et puis la manipulation de masse? Très bonne question. Alors, je vais répondre à votre question, mais bon, quand on dit que les réseaux sociaux sont un tribunal, si c'est un tribunal, c'est un mauvais tribunal. Parce que comme on l'a dit, Dr Aka l'a dit, un tribunal, c'est le bâtiment, d'accord, c'est la salle d'audience, mais il y a un juge, il y a quelqu'un qui est accusé, donc il y a un accusateur, et chaque partie, au nom du principe du contradictoire, voilà, confronte les éléments, les arguments, et c'est à l'issue de tout ça, il y a aussi un procureur, enfin, comme dit le magistrat qui est debout, celui qui est assis, le juge, mais il y a des acteurs sociaux qui entrent en ligne des comptes. Et donc c'est à l'issue donc, de tout ça que le juge, en droit ou en équité, n'est-ce pas, comme disent les juristes, va donc décider, prendre une décision par rapport à ce qu'il en est. Donc oui, ça c'est la justice, je vais dire normale, c'est comme ça qu'on procède. Maintenant qu'aujourd'hui, alors en même temps il faut quand même faire observer qu'on parle des réseaux sociaux, MySpace, Facebook, je parle sous le contrôle de M. Boka, c'est quand même il y a plus de 26 ans, parce que c'est depuis 2000 qu'on commence à voir. Donc, il y a quand même, ça commence quand même à dater. Ce sont des réalités, comme l'a dit Dr Sidiki, il faut faire avec. Ce sont des outils, n'est-ce pas, pour communiquer. Mais après, autant ces outils nous permettent de communiquer, autant il faut faire attention. Parce que les réseaux sociaux ne peuvent pas être un tribunal, comme je viens de le dire, mais c'est pas non plus... c'est facile d'accuser.
de jeter quelqu'un à la vindicte populaire, comme on en voit souvent. Il a dit, mais je pense qu'en termes de mécanisme de contrôle, il y a aussi ses limites. Hein. On voit très bien que parfois, il se passe beaucoup de choses sans que ceux qui gèrent ces outils-là ne réagissent. Donc oui, il y a effectivement un problème à ce niveau-là. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait la deuxième partie de votre question là, qui m'a échappé. Donc peut-être si vous voulez... Oui, alors, manipulation de masse. Oui, la manipulation des masses. Oui, alors, je pense que docteur Sidiki est plus outillé pour en parler, mais d'un point de vue de la sociologie, écoutez, nous, on s'intéresse justement aux relations sociales, au-delà des faits sociaux. Et qui dit relations sociales, c'est des rapports qui s'établissent. Ça peut être des rapports de domination, de manipulation, justement, de subordination, de compétition. Donc oui, le réseau social en lui-même ne peut pas influencer, ne peut pas manipuler. C'est ce qu'on en fait. Donc oui, si vous avez des personnes outillées, c'est de la science. Ça s'apprend, ces choses-là. Et je passe sous son contrôle. Donc, quelqu'un qui sait comment fonctionne la communication, quelqu'un qui sait comment utiliser les mots et quel impact ça peut avoir, bien entendu, il peut s'en servir pour manipuler, parfois positivement, mais parfois aussi malheureusement, négativement, les populations. Oui, donc c'est un outil. C'est comme, on dirait, le couteau qu'on a en cuisine. Ça peut nous aider à bien cuisiner, mais ça peut aussi couper, donc causer une blessure. Donc tout va dépendre de l'utilisation qu'on va faire avec ces réseaux sociaux, et ça convoque la notion de l'éthique. D'accord, c'est vraiment un double tranchant. Et si vous pouvez nous en dire 2 mots avant que je vous donne la parole, et puis qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. Non, les masses de tout temps ont été manipulées. Et hier, il n'y avait pas de réseau social. Mais depuis, si je prends comme repère la Révolution française, lorsqu'à Paris, le 14 juillet 1789, il y a eu la prise de la Bastille, il n'y avait pas de réseaux sociaux numériques. Voilà, c'est dire que les grandes manifestations qui peuvent se passer dans des communautés, dans des sociétés, n'ont pas forcément besoin de ces outils-là. Mais nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, ce sont de nouveaux outils qui nous sont offerts et on les utilise à bon escient. Voilà. Aujourd'hui, on déplore en fait tout ce qui est dedans et qui est en fait négatif. Sinon, en réalité, les réseaux sociaux numériques, quel bienfait! Combien de fois on n'arrive pas à rester chez nous, à la maison, quelles que soient les heures, à discuter, à n'en point finir avec des amis, la possibilité, la capacité de nous voir, de discuter de tous les sujets et même de découvrir des choses, de nouvelles choses, des anciennes choses, des rappels historiques, des amis qu'on rencontre, ce sont autant de bonnes choses. Et j'en reviens donc à la manipulation des masses. Ce sont des réalités dont ont besoin surtout les politiques. Parce que plus le peuple est manipulé, mieux cela vaut pour les dirigeants. Donc il y a plusieurs faisceaux de manipulation. Il y a la famille qui nous manipule, il y a la société qui nous manipule, il y a les groupes d'amis qui nous manipulent, des associations nous manipulent, des syndicats nous manipulent, des partis politiques nous manipulent. Manipuler, ce n'est pas forcément négatif. Oui, ce n'est pas forcément négatif, mais c'est toujours intéressant pour les manipulateurs que vous fassiez ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Donc, quand vous savez que vous êtes manipulé, ce n'est plus intéressant. Voilà pourquoi les grandes entreprises, lorsqu'elles ont été manipulées, elles n'aiment jamais mettre sur la place publique qu'elles ont été manipulées, parce que ce serait vraiment une catastrophe. Tout le monde préfère garder tout ce qui est mauvais et se mettre en avant pour dire que tout est beau. D'accord. Très bien. Alors, nous allons prendre la question, avant de passer à l'étape suivante. Peut-on expliquer la transformation des réseaux sociaux en tribunal par le fait que les procédures judiciaires soient trop longues ou coûtent trop cher? Alors, c'est quelqu'un qui a bien compris l'évolution de cette émission, donc il anticipe. Mais je veux dire, est-ce que vous avez quelques mots à dire juste avant qu'on passe à la prochaine partie? Parce que là, effectivement, ça fait partie de l'étape suivante dans nos échanges. Alors, M. Boka, par rapport à tout ce qui a été dit, vous avez des propos complémentaires? Moi, je voulais surtout revenir sur le volet de la manipulation. Sur les réseaux sociaux, il y a des codes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une science. Et cette science-là, il y a des personnes depuis des années qui apprennent et qui ont eu à prouver des résultats. Donc, du coup, aujourd'hui, ils savent manipuler les gens. Et comme c'est une plateforme qui marche beaucoup à l'émotion, parce qu'il y a rarement, en fait, de la... Appel à la rationalité. Oui, il y a très peu de rationalité dans ce que les gens font. Et les gens savent manipuler les gens. Ils vont pleurer, ils vont dire des choses pour toucher telle personne. Donc, en termes de manipulation,
je pourrais dire pour ce nouveau siècle-là, c'est l'outil parfait, quoi. Parce que dans les siècles anciens, il y a eu des outils également de manipulation, mais aujourd'hui, c'est parfait. Le dernier élément que je voulais apporter, c'est l'incapacité, en fait, du gouvernant ou bien de la personne qui gouverne à avoir cette rapidité-là à venir contraindre la mauvaise information. Parce que souvent, c'est quand des personnes ont fini de manipuler tout le monde sur les réseaux sociaux que la bonne information arrive. Du coup, quand la bonne information arrive, le cerveau a déjà été contaminé. Et il refuse, en fait, toute la bonne information qui arrive. Donc, je pense qu'en termes de manipulation, c'est aussi toujours un combat entre la réactivité de la bonne information et de la mauvaise information. Ouais. Très bien. À ce stade de nos échanges, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, cette question, on va l'intégrer donc à partir de maintenant. Nous parlons de libération ou bien de dérive autoritaire. Alors, après avoir vu sur les différents réseaux sociaux, alors comment est-ce que c'est possible d'influencer l'opinion et parfois même de peser sur les décisions publiques? Une autre question se pose. Alors, quelle est aujourd'hui leur véritable fonction dans nos sociétés? Alors, est-ce que ces réseaux sociaux sont devenus des espaces d'expression indispensables ou des outils de contre-pouvoir ou bien simplement des terrains où s'installent de nouvelles formes de pression, de dérive et d'autorité informelle? Voilà la question que l'on se pose aujourd'hui. Élément de réponse dans ce reportage de Siaka Kone. Au-delà du divertissement, les réseaux sociaux remplissent une véritable fonction sociale dans notre quotidien. D'abord, ils permettent le maintien du lien entre les individus malgré la distance. Famille, amis, collègues peuvent échanger en temps réel, partager des moments de vie et rester connectés à des milliers de kilomètres. Dans des sociétés de plus en plus mobiles, cette proximité virtuelle devient essentielle. Ensuite, les réseaux sociaux sont aujourd'hui des espaces d'expression. Chacun peut y donner son opinion, défendre une cause ou témoigner d'une réalité. Ils jouent ainsi un rôle important dans la circulation de l'information, mais aussi dans la mobilité citoyenne. De nombreux mouvements sociaux trouvent aujourd'hui leur origine ou leur amplification sur ces plateformes. Par ailleurs, les réseaux sociaux contribuent à la construction de l'identité, notamment chez les jeunes. À travers les publications, les interactions et les communautés en ligne, chacun façonne une image de soi et cherche à appartenir à un groupe. Cependant, cette fonction sociale n'est pas sans risque. Désinformation, harcèlement, dépendance ou encore isolement peuvent en découler. En définitive, les réseaux sociaux sont à la fois un outil de lien, d'expression et d'influence. Tout l'enjeu est donc d'en faire un usage responsable afin qu'il renforce le vivre ensemble plutôt que de le fragiliser. Alors, je vais vous demander, messieurs, de donc réagir à cet élément de reportage, mais en même temps, je vous pose cette question par derrière. Est-ce que les réseaux sociaux ont véritablement libéré la parole ou bien c'est simplement, ils ont simplement réussi à déplacer le lieu d'expression? Alors, je commence par Monsieur Zawi. Est-ce que les réseaux sociaux ont déplacé le... Non, je pense que c'est... Alors, pour prendre un exemple très simple, avant l'avènement des réseaux sociaux, 25 ans plus tôt, un citoyen ivoirien a une activité ou veut prendre la parole, il était obligé, je pèse les mots, de venir chez vous, ou à la radio, voilà, les canaux classiques. Aujourd'hui, ça a changé. Les gens, depuis chez eux, ils peuvent parler de l'activité, ils peuvent s'exprimer. Ça n'empêche pas qu'ils viennent chez vous. On peut faire les deux. Donc, je pense que c'est pas exclusif. Donc, oui, il y a cette possibilité que ça donne à nombre de personnes de pouvoir s'exprimer. Parce que, comme on l'a dit, la liberté d'expression est d'ordre constitutionnel. Tant qu'on s'exprime en respectant la loi, tout va bien, ça pose question quand on ne respecte pas la loi. Oui. Donc ça, c'est un élément important. Après, ce qu'il faut entendre, et pour réagir à l'élément, quand on dit réseau social, effectivement, c'est une plateforme, n'est-ce pas, numérique, mais qui convoque la notion d'un réseau de connaissances. Parce que l'être humain a besoin
voilà, de vivre avec les autres. On ne vit pas en autarcie. C'est important pour un acteur social d'être en relation avec d'autres acteurs. Et c'est en cela que les réseaux sociaux sont des plateformes intéressantes dans ce domaine-là. Après, je parle là sous le contrôle de l'expert que M. Boka. Quand on dit réseaux sociaux, il y a même des spécifications. Enfin, je vais y arriver. Facebook n'a pas le même objectif que Twitter, que LinkedIn, qui est plus professionnel, YouTube, où c'est plus des contenus vidéo. Facebook, aujourd'hui, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs. Donc, c'est 3 utilisateurs sur 5 par rapport aux réseaux sociaux. Et donc, ça attire du monde. Donc, oui, enfin, comme je l'ai dit plus tôt, ce sont des outils qui rentrent dans nos pratiques de vie. Après, la question, je pense que qui est au cœur du débat, c'est justement comment on utilise ces outils-là pour ne pas que ça ait des impacts négatifs sur la vie communautaire. D'accord, M. Boka. Je le rejoins parfaitement. Ce que je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, oui, la parole a été déplacée parce qu'il ne faut pas se le cacher. Grâce aux réseaux sociaux, on peut dénoncer, on peut vendre, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Le seul problème aujourd'hui, il n'y a pas de filtre. Auparavant, il y avait une validation. C'est-à-dire même pour passer à la télévision, tout ce que tu dois dire est filtré d'abord. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? On vérifie d'abord. Et relativement Tout à fait. Aujourd'hui, chacun de nous est un potentiel média. Ouais. Tout profil est un média. Et on sait qu'en tant que média, on a des rubriques, on a des émissions, et on peut faire tout ce qu'on veut. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le véritable problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Le manque de fit qui souvent échappe même aux plateformes et souvent même échappe aussi à nos dirigeants. Alors, la question suivante, c'est est-ce que la liberté d'expression est aujourd'hui encadrée? Alors, je m'adresse à vous tous, parce que les points de vue peuvent être complémentaires, ou bien c'est tout à fait encadré, ou bien c'est totalement, enfin peut-être pas totalement, mais c'est un peu laissé à volo, parce que est-ce que la loi va aussi vite que l'impact des réseaux sociaux sur la vie des internautes? Donc, je commence par vous. Oui, bon, je souscris à tout ce qu'a dit Dr Zawi, M. Boka. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est que la libération de la parole n'est pas un phénomène nouveau. Voilà, c'est-à-dire que même si nous référons à certaines chansons ivoiriennes, et dans les années 90, on disait que la parole était libérée. Il n'y avait pas les réseaux sociaux numériques. Donc, pour vous dire qu'en fait, dans les phénomènes sociaux, il y a une évolution. Cette évolution est toujours due à beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, des paramètres nouveaux. Aujourd'hui, le paramètre nouveau, c'est qu'on a les réseaux sociaux numériques qui sont des plateformes, c'est un outil technique. Il y aura des outils demain encore qui vont vraiment nous sublimer. C'est dans ça que nous sommes. Maintenant, quant à l'encadrement de la liberté d'expression, mais justement, en parlant de liberté d'expression, il y a tout un arsenal de règles qui rentrent en ligne de compte. On est conscient qu'on ne peut pas tout faire, on ne doit même pas tout faire. Dans les histoires de territorialité, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les choses qui sont possibles ici, qui ne sont pas possibles ailleurs. Tout à l'heure, j'ai noté, par exemple, quand vous avez dit, est-ce que ça a libéré la parole? Mais j'ai posé la question, mais dans quel pays? Voilà, ça dépend des types de pays. Vous convenez avec moi que nous ne sommes pas au même niveau de libération de la parole. Il y a encore dans des espaces à travers le monde où il n'y a des libérations que par rapport à ce que pensent en tout cas les dirigeants du pays. Et le système même est mis en place de sorte que vous ne pouvez dire que la parole officielle. Pour le moment en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, dans la mesure où il y a des journaux d'opinion, il y a des partis politiques, en tout cas on ne les entend pas tous de la même façon, mais chacun parle. Et c'est au nom de cette parole qu'il peut y avoir quelquefois diffamation, comme l'a dit mon collègue, Dr Aka, la diffamation vient du fait que les gens peuvent parler. C'est parce qu'ils parlent qu'on en arrive là. Donc à partir de ce moment, l'encadrement est connu. C'est parce qu'il y a encadrement qu'il y a condamnation. Oui. Parce que s'il n'y en avait pas, évidemment, tout le monde. Sinon, ça ne va pas à volo. Il y a des gens qui font des dérives. Comme dans toutes les sociétés du monde, il n'y a que la trop grande liberté d'expression. Il y en a qui s'oublient. Ils ne savent pas que derrière toute liberté d'expression, il y a forcément le devoir. Également, tout droit, il y a forcément un devoir. Donc, quand on prend, en tout cas, cette conscience pleine-là de nos responsabilités, certaines choses ne devraient pas arriver. Alors, liberté d'expression, ce serait un droit. Maintenant, le devoir, ce serait que ce soit respecté dans un certain cadre.
Tout à Alors, fait. je m'adresse à vous, docteur Aka. Alors, peut-on expliquer la transformation des réseaux sociaux en tribunal par le fait que les procédures judiciaires soient trop longues et coûtent cher? Ce qu'il faut dire, c'est que la Constitution consacre le droit pour chacun d'avoir une décision définitive rendue dans un délai raisonnable. Donc, c'est un droit constitutionnel pour tout le monde d'être jugé et que la décision soit rendue dans un délai raisonnable. Oui. Voilà. Consacré par la Constitution, consacré par le Code de procédure pénale également, en tant que principe directeur de la procédure pénale. Quand j'ai fini de dire ça, il faut dire que la procédure pénale et la procédure civile aussi est enfermée parfois dans certains délais. Les actes de procédure sont enfermés parfois dans certains délais. Donc, on ne peut pas faire tout quand on le veut. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, pour faire appel, il faut 1 mois, donc voilà, en matière civile. Donc, il y a des délais comme ça de procédure. Toute chose qui fait que la décision de justice ne peut pas être rendue immédiatement. Et puis, quand on est, par exemple, en matière pénale, les affaires sont plus longues ou prennent plus de temps selon que la procédure est de flagrance ou préliminaire. C'est-à-dire, en matière de flagrance, les choses vont plus vite. En matière d'enquête préliminaire, donc les choses sont plus longues. Donc, c'est vrai qu'on peut regretter que les décisions de justice ne soient pas rendues aussi vite qu'on le veut, mais la justice a son temps. Et c'est d'ailleurs ce temps-là qui est utile ou, si vous voulez, qui est nécessaire à la sérénité des débats. Parce que si on veut aller trop vite, on risque de rendre des décisions injustes. Voilà, il faut aussi qu'on comprenne que pour rendre une décision juste, il faut prendre le temps d'éprouver les éléments donnés par les uns et par les autres. Voilà. Est-ce que c'est en concordance avec la rapidité à laquelle une réputation, une crédibilité, une honorabilité peut être détruite, par exemple? Et ce sera l'occasion pour moi de poser la question également à tous en ce qui concerne les lois qui encadrent aujourd'hui tout ce qui est réseaux sociaux, parce qu'on a le code pénal ivoirien, la loi sur la communication audiovisuelle qui a été modifiée en 2023, la loi sur la cybercriminalité. Il y a un arsenal juridique. Mais est-ce que la personne qui est diffamée, est-ce que la loi est rapidement à ses côtés? Ok, donc c'est 2 questions. Et la première question que vous avez posée, c'est de savoir si la décision, ou si vous voulez le temps des réseaux sociaux est plus rapide que le temps de la justice. Oui, c'est clair que les réseaux sociaux vont plus vite. Donc, les affaires sont plus rapides sur les réseaux sociaux que dans un procès. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, une réputation peut être très vite ternie et c'est difficile de rattraper cela, même quand une décision est rendue par la suite et qu'elle vous donne raison. Et donc, je suis d'accord. C'est pour cela qu'il y a des mesures en amont qui doivent être prises pour ne pas qu'on fasse tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Parce que même quand une décision... Les mesures en amont prises par qui? Par les pouvoirs publics, par exemple la sensibilisation, et d'ailleurs les campagnes de sensibilisation qui sont faites pour dire qu'il ne faut pas tout dire et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tout ça, ça vise à prévenir en fait les situations dommageables sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai fini de dire ça, je réponds à la seconde question que vous avez posée, c'est est-ce que les réseaux sociaux sont suffisamment encadrés? C'est bien le sens de la question. L'arsenal juridique est là, oui, mais est-ce que ça va un peu... Oui, mais les décisions de justice sont rendues. On voit qu'il y a des condamnations. Il y a des condamnations pour diffamation, il y a des condamnations pour atteinte à l'image, il y a des condamnations pour atteinte à la dignité humaine, il y a des condamnations pour
les autres formes de cybercriminalité. Donc, je suis en train de dire que la justice fait son travail. Et d'ailleurs, en septembre 2025, avant les élections, le procureur a fait une sortie pour dire que la récréation est terminée parce que tout simplement, on se rend clairement compte qu'il y a beaucoup trop d'abus sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup trop de dérives sur les réseaux sociaux. Donc, les décisions sont rendues, les sanctions sont prononcées. On peut espérer que les choses aillent mieux et je crois que les pouvoirs publics vont s'y atteler. D'accord. Alors, je vous demande, messieurs, ce que vous observez, et puis, ce que vous observez de la société, puisque vous observez au quotidien sur les réseaux sociaux, nul n'est censé ignorer la loi, on est d'accord. Mais est-ce que l'internaute a une idée de ce qu'il risque? Est-ce qu'il a la bonne information quand il se permet, par exemple, de porter un jugement de valeur sur quelqu'un ou estimer, donner son avis en disant ce n'est que mon avis, sachant qu'il y a des personnes qui l'apprécient, qui le suivent, et puis qui vont calquer cet avis-là, et puis ainsi de suite, ça va faire boule de neige. Quel est votre sentiment? C'est dommage, hein, mais le dicton qui dit « nul n'est censé ignorer la loi », celui qui a dit ça, peut-être qu'il avait beaucoup sommeil. Les gens ignorent tous, en fait, les gens ignorent. C'est-à-dire, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les standards de la communauté. Donc, Facebook estime qu'à partir du moment où tu crées un compte et que tu fais des publications, tu es censé connaître tout ce qui est standard de la communauté. De la même manière également qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi parce qu'on part du principe que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Sur les réseaux sociaux, les gens, en tout cas dans la majorité, ne savent pas ce que leur action implique, tant au niveau des sanctions, tant au niveau de tout ce que ça peut impliquer par la suite, en fait. Donc, je proposais il y a quelques années qu'on instaure de la même manière qu'il y a 20 ans, on avait l'éducation civique et morale, qu'aujourd'hui, les temps ont changé, il faudrait qu'on instaure en fait une matière qui est dédiée aux réseaux sociaux. Parce que ça fait partie aujourd'hui de notre vie. Les enfants rentrent aujourd'hui à l'école, ils grandissent avec, ils utilisent beaucoup plus rapidement les réseaux sociaux que nous, et c'est ces mêmes personnes-là, demain, qui sont appelées à être des influenceurs, des leaders d'opinion, et personne finalement n'a le temps aujourd'hui de regarder en fait les lois qui régissent en fait les réseaux sociaux. Personne n'a le temps même de s'informer sur les lois fondamentales même qui encadrent même la prise de parole sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des efforts qui sont faits par le ministère de la Communication, par l'État, mais je pense que chacun à notre niveau ne doit pas s'arrêter de sensibiliser en fait les gens. Deuxième chose, c'était pour intervenir concernant le temps qui est long en termes de règlement de litige. Moi, je vais prendre la partie commerciale. Il y a 20 ans, quand tu te plains par rapport à une prestation d'une entreprise, le temps de traitement, il est long. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont contribué à raccourcir ce temps-là parce qu'aujourd'hui, quand un client n'est pas d'accord par rapport à un traitement, tout de suite, il vient sur les réseaux sociaux et comme les entreprises ont peur de salir leur image, le temps de traitement de ce litige-là, il est devenu beaucoup plus court. Donc, c'est aussi une victoire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Toutefois, j'affirme et j'ai cette intime conviction-là que les gens n'ont aucune idée de ce qui les attend quand ils ouvrent la bouche sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas. Parce que s'ils le savaient, il y a beaucoup qui n'ont pas venu présenter leurs excuses. Donc, ils présentent les excuses parce qu'ils ne savent pas du tout. Et les gens ne s'informent pas. Je ne sais pas quelle est la formule qu'on va trouver pour éduquer l'ensemble des personnes aujourd'hui. Mais je pense que si on ne peut pas éduquer les gens qui sont là, qui sont devenus vieux, comme nous, il faut commencer à éduquer ceux qui arrivent parce que c'est aussi une autre génération qui arrive avec ces problématiques. Est-ce que présenter des excuses, ce n'est pas après la tempête, justement? Parce que quand il y a tempête, il y a buzz. Quand il y a buzz, il y a argent. Quand il y a argent et puis buzz, il y a exposition. Oui. Exposition, donc la personne est de plus en plus suivie. Est-ce que ce n'est pas ça d'abord le premier objectif à atteindre et ensuite présenter des excuses? Alors, c'est à deux niveaux. On a des personnes qui savent pertinemment ce qu'elles sont en train de faire parce qu'elles maîtrisent les codes des réseaux sociaux. Parce qu'elles savent que je vais dire quelque chose, demain on va me convoquer, un peu comme le bon travail que la direction générale terrestre routière est en train de faire. On interpelle des personnes,
ils maîtrisent la procédure. Ils savent qu'on va les interpeller, les convoquer dans un bureau et ils vont venir présenter les excuses. Par derrière, ils ont eu la gloire, la popularité, même s'ils ont été tristement célèbres. Par contre, il y a des personnes qui ne mesurent pas en fait le degré des conséquences et sous le coup de l'émotion, expriment en fait un désarroi. Et dans l'expression de ce désarroi, c'est des émotions qui sont jetées sur les réseaux sociaux. Et avec les émotions, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se contrôler. Et malheureusement, elles tombent sous le coup des sanctions de la loi. D'accord. En fait, voilà. Alors, Monsieur Zawi. Oui. Alors, en 3 points, le premier, c'est juste de rappeler que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On la doit à John Stuart Mill, qui est un philosophe et économiste britannique. Et je pense qu'il a raison, mais ça, c'est en écho à notre Constitution. On a le droit de s'exprimer, de faire des choses, mais en tenant compte de l'autre, de la communauté. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Aujourd'hui, la question que vous posez, mais la préoccupation, elle est partagée par beaucoup de pays, hein. Je dis, aujourd'hui, vous allez en France, vous allez au Canada. Oui, les réseaux sociaux sont un problème pour la société, mais en même temps un mal nécessaire, puisque c'est dans nos habitudes. Donc, il appartient effectivement aux autorités, à celles et ceux qui nous gouvernent, de trouver l'arsenal juridique qu'il faut pour encadrer. Mais quand on dit encadrer, encadrer ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déviance, hein, comme on dit en sociologie. Non, il va y avoir des comportements déviants. Parce qu'une société, on parle de sa dimension cohésive en convoquant 3 éléments. Il y a la dimension culturelle. Chacun de nous vient d'une sphère culturelle, avec ses valeurs, avec ses repères, ses paradigmes. On n'a pas forcément les mêmes valeurs ni paradigmes, mais on doit quand même vivre en communauté. Et la dimension organique qui nous permet de nous réaliser aussi bien individuellement que collectivement. Idéalement, de façon assertive, ça veut dire qu'il ne faut pas nuire aux autres pour pouvoir réussir sa vie, n'est-ce pas, gagner de l'argent, pour parler de façon triviale. Mais il y a aussi la dimension structurelle qui va chercher la justice. Parce qu'on est conscient que, quelles que soient toutes les dispositions qu'on prendra en termes de sensibilisation, de communication, il y aura toujours des personnes qui vont prendre des chemins qu'il ne faut pas. Donc oui, ça fait partie de la vie, j'allais dire, normale. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, et je pense que le docteur Aka l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même des dispositions qui ont été prises. Il y a même une police spécialisée, donc la PLCC, qui fait un travail important et intéressant. Voilà. Oui, et M. Oyo le disait, c'est un peu plus de 5 heures que nous passons par jour sur les réseaux sociaux. On attend du bon, on attend du moins bon. Parfois, on entend des choses, on se dit, mais pourquoi cette personne... Pourquoi c'est encore en liberté? Parce que manifestement, il y a un problème. Donc oui, ça pose aussi la capacité qu'ont les structures ou les personnes qui doivent faire attention pour ne pas encourager les déviances, les comportements qui ne sont pas admis dans l'intérêt de la société. C'est un combat, j'ai failli dire, à la fois individuel et collectif. Voilà. Chaque acteur, chaque niveau de la société doit jouer son rôle. Les gouvernants, les citoyens eux-mêmes, l'école, et M. Boka a raison. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, il est important que l'éducation numérique soit prise en compte dans nos écoles. Parce que c'est vrai que, je termine avec ça, nos enfants sont ce que les anglophones appellent des data natives. Ils sont nés dans le numérique, mais pour autant, ils ont quand même besoin qu'on leur montre... les rudiments, les dangers, les perversions, pour ne pas que, finalement, ça puisse les conduire dans des situations déplorables. D'accord. Il y a quelqu'un qui disait, pour terminer, que la liberté d'expression n'est pas le problème, mais c'est la liberté après. Exactement. Exactement. Alors, on parle bien de différents acteurs. On parle, par exemple, du créateur de contenu. On parle également de la plateforme. Également, et puis on parle des internautes qui suivent. Mais en ce qui concerne la plateforme ou les plateformes, alors d'un point de vue juridique, et puis vous, qu'est-ce que vous constatez? Quel genre de collaboration il y a avec les États? Je parle notamment de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Meta, par exemple, est en collaboration? Comment, au-delà du fait de pouvoir signaler un contenu inapproprié, quels moyens de pression urgents en s'adressant à la plateforme reste possible en Côte d'Ivoire? Déjà, est-ce qu'il y a une collaboration entre les plateformes numériques et l'État du Côte d'Ivoire? Oui,
Oui, aussi bien au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel. Je vais dire au niveau stratégique, en 2024, il y a eu un accord, un protocole d'engagement volontaire entre le réseau francophone des régulateurs de médias, dont la ACA et les plateformes comme Meta, comme X, comme TikTok. Et donc, dans le cadre de ce protocole-là, les réseaux sociaux avaient pris certains engagements. Donc, notamment des engagements donc, de collaborer de façon plus active avec nos autorités de régulation. Et puis, en ce qui concerne le point de vue opérationnel, il y a des canaux. Il y a des canaux qui permettent, par exemple, à la PLCC de saisir rapidement les plateformes là en cas de besoin. Voilà, donc ce double travail en synergie là devrait permettre quand même que les choses avancent. Voilà. D'accord. Donc, d'accord, c'est bien clair. Tout à l'heure, vous vouliez intervenir? Oui, c'était pour enchérir sur ce qu'il disait tout à l'heure. Effectivement, il y a des collaborations au niveau opérationnel et même aussi au niveau stratégique. Donc, la PLCC collabore aujourd'hui avec Meta. Toutefois, une œuvre n'est jamais parfaite. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des lois qui se mettent à jour, il y a des collaborations qui se font sur certains cas. Et parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des cas qui n'existaient pas, qu'on découvre. Donc, au fur et à mesure, ils essayent de raccourcir en fait, le temps d'intervention, même si ce n'est pas forcément évident. Mais même au niveau même des plateformes, elles essayent de mettre en place des mécanismes qui permettent de sanctionner directement des cas de diffamation. Toutefois, il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc, la première méthode qui existe, c'est que si vous observez quelqu'un qui vous diffame, vous avez un formulaire que vous pouvez renseigner pour signaler ce contenu-là, avec toutes les preuves, avec les liens. La deuxième manière de signaler, c'est que vous devez signaler en groupe. Parce que si vous signalez vous seul, sachez que dans le monde entier par jour, il y a au moins des millions de personnes qui signalent. Donc le fait de signaler en groupe à la même heure et en même temps, techniquement, ça attire l'attention du régulateur en fait, de l'autre côté pour pouvoir prendre en considération en fait, cette requête-là. Et puis, les sanctions ne sont pas automatiquement sévères, elles sont graduelles. Vous allez voir qu'il y a certaines publications où on ne sanctionne pas la personne qui a lancé la lettre, mais on va faire baisser la portée. Donc, ce qui fait que la publication va juste rester autour de 100 personnes qui vont voir, mais après, en fonction du niveau de gravité, ils peuvent aller jusqu'à retirer en fait, cette personne sur les réseaux sociaux. Et il y a eu des cas qu'on a vus ces dernières années. En fait, voilà. D'accord, très bien. Alors, vous voulez intervenir? Oui. Bon, je crois que cela va de soi. On ne peut pas créer comment on appelle ça, des plateformes numériques sans prendre attache avec les pays. À preuve, nous sommes catégorisés par rapport à les indicatifs des pays. Oui. Plus de 125, c'est pas plus 1, c'est pas plus 33. Donc, il y a l'histoire de la territorialité qui participe à cette mise en garde-là, qui consiste à signer des accords, des protocoles d'accords, en tout cas tous azimuts. À preuve, en Côte d'Ivoire, on a tous parlé du PLCC, en même temps la LANSI qui englobe tout ça, pour dire qu'il y a une, comment on appelle ça, il y a une traçabilité. Oui. C'est au nom de tout ça que les gens sont condamnés, c'est au nom de tout ça que nous autres, nous pouvons poser plainte lorsqu'on pense qu'on est diffamé sur les réseaux sociaux numériques. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous avez parlé des affaires qui sont réglées, par exemple, par les entreprises, ne pas se faire salir et que ça a écourté. Je pense que ça dépend des types de problèmes. Il y a des problèmes d'urgence, mais il y a d'autres problèmes qui ne sont pas d'urgence, qui doivent prendre le temps, voilà, qui doivent prendre le temps vraiment
le temps de la procédure judiciaire réelle pour que la vérité éclate. Parce que quelquefois, il y a des sujets qui sont très tendanciels, qui sont en fait des sujets de passion. Il faut vraiment démêler le vrai du faux pour qu'on en arrive à la vérité. Et ça, c'est vraiment la justice seule qui peut, avec tout son arsenal, arriver à faire cela. Et je termine, en parlant par exemple de l'éducation aux médias et à l'information. Ce sont des choses qui se passent depuis longtemps en Côte d'Ivoire. Je suis enseignant de formation. Depuis toujours, on a déjà formé, en tout cas pour tout ce qui concerne les médias classiques, il y avait une éducation aux médias qui existaient. Peut-être que maintenant, ce qu'il faut y introduire, c'est la viralité et la possibilité qu'offrent les réseaux sociaux numériques. Rajouter cela dans cette réalité-là que beaucoup de personnes font. Ce qu'on va demander, c'est que ce soit vraiment des matières spécifiques, comme le sont, par exemple, les mathématiques, le français, etc. À partir de ce moment... Docteur, vous parlez de quel niveau? Parce que cette éducation est donnée à quel niveau? C'était déjà en 6e. On commençait déjà en 6e, parce qu'apprendre, par exemple, la découverte d'une information dans un journal par un élève, il y a des stratifications entre le chapeau et toutes les formations qui se donnent. Comment le journaliste écrit son article, comment il informe, de quelle façon on classifie les différents articles dans un journal. Ce sont des choses qu'on apprenait. Quand on regarde la télévision, comment on regarde la télévision, comment on reçoit les informations de la télévision, qui dit quoi à quel moment. Et une émission de divertissement par rapport à une émission d'information, une émission de débat, ce sont autant de choses qu'on apprend. À la radio également, ce qui s'est dit. Mais ça, c'était le temps des classiques. Aujourd'hui... Oui. Non, attention. Vous parlez de quel moment? Non, écoutez, docteur Zahui, moi, ce qui me plaît chez les gens, c'est chaque fois que quand on parle des réseaux sociaux numériques, on a l'impression que c'est venu éteindre tous les autres Non, du tout. Non, mais vous donnez une information capitale. Je vous dis, qui est en cours dans l'école ivoirienne aujourd'hui. Vous me en quelle classe? Vous faites de la 6e jusqu'en 3e. Depuis quand? Mais depuis toujours. Peut-être que vous ne l'avez pas appris. Depuis toujours. Sincèrement. J'avais pas l'information. Vous n'avez pas l'information. D'accord, très bien. Vous n'avez pas l'information. Je la prends sous réserve. Voilà. Prenez sous réserve, mais ça m'étonnerait parce que... Est-ce que ça se fait actuellement? Ah oui, parce qu'on n'a pas le sentiment que... Actuellement. Ça se fait. Seulement... Non, tout se fait. Ça se fait toujours. D'accord. Bon, on va essayer de... Moi, je découvre l'information. Donc vous pensez qu'il n'y a jamais eu d'éducation aux médias, à l'information en Côte d'Ivoire? Mais dans quelle matière? Dans le programme... Mais il n'y a pas de matière. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je demande? Je demande à ce qu'il y ait une matière spécifique, comme vous l'avez dit, qu'il y ait l'éducation spécifique. On le faisait dans toutes les matières qui avaient vocation, par exemple, nous, dans la liberté d'expression que les enfants avaient à faire, dans l'écriture, etc. Quelle matière, docteur? J'avoue que... Moi, je suis professeur de français. On va chercher à prendre en compte, s'il vous plaît, on va chercher à prendre en compte la préoccupation C'est pas aujourd'hui que vous apprenez. Alors, messieurs, s'il vous plaît, monsieur Koulibaly nous dit, bonsoir à tous sur le plateau, je ne suis pas informaticien ni homme du mais, je ne sais pas ce que c'est. Alors, y aurait-il pas un moyen par lequel toute publication passerait avant sa publication? Bon, afin d'avoir le pouvoir de contrôler ce qui est publié. Bon, ça c'est monsieur Koulibaly. Alors, monsieur Dioclo Elvis, il nous dit, est-il possible de garantir une véritable liberté d'expression si les citoyens ne savent pas précisément ce qu'ils ont le droit de dire et ce qu'ils n'ont pas le droit de dire? Et puis, monsieur Essan Michael, il nous dit, peut-on expliquer la transformation des réseaux sociaux en tribunal par le fait que les procédures judiciaires soient trop... Bon, ça on avait déjà lu. Cette question, elle n'a pas été retirée de la tablette et puis elle aurait dû. Alors, les deux questions. La première question, qui s'y colle là? La première question, c'est... Oui. Oui, qu'est-ce qu'il dit Le exactement? filtre, pour contrôler... Vous, parce que moi aussi, c'est le filtre. Allons-y. En fait, moi, je veux intervenir là-dessus, mais sauf que le filtre, il ne se fait pas en amont. Sur le plan technique, tout ce que les réseaux sociaux permettent, c'est le feed dans les commentaires. Donc aujourd'hui, moi, en tant que Yannick Boka ou en tant qu'une entreprise qui a une page, j'ai la possibilité d'activer le feed dans mes commentaires et de même choisir les mots ou les expressions que je ne veux pas voir dans mes commentaires. Oui. Ça, c'est sur le plan technique, c'est tout ce que les réseaux sociaux permettent. Mais en amont, ce n'est pas forcément évident. Toutefois, dans les standards de la communauté des réseaux sociaux, il y a un type de lexique qui apporte un signal à l'algorithme pour faire baisser la portée de
de la publication. Donc, le lexique de la violence, le lexique de la maltraitance. Donc, il y a un groupe de lexiques que l'algorithme, dès qu'il a le signal, il fait baisser la portée. Alors, dites-nous, quand les personnes qui font des vidéos disent le live a été signalé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, c'est un de ces... quelque chose à déclencher, un de ces signaux? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, vu que ce sont des robots, on peut signaler votre live même si vous êtes en train de dire la vérité. Mais comme c'est un robot, lui, il part du principe que si en 60 secondes, j'ai reçu 200 signalements, ça correspond au fait que je dois couper le live. D'accord. Du coup, on a la possibilité de se plaindre. Mais le temps de se plaindre, le live l'est déjà coupé, terminé. En fait, voilà. C'est pour ça que certaines personnes estiment que il faut liker, parce que le robot, pour lui, dans sa tête, s'il y a 2000 signalements en 60 secondes, par contre, s'il y a 2000 likes aussi, ça veut dire que c'est quelque chose que je dois laisser passer. Voilà. D'accord. Alors, oui, la préoccupation de M. Koulibaly, en fait, oui, c'est un rêve, malheureusement, qui est impossible à réaliser. Imaginons, pour donner un exemple du moment, un citoyen n'est pas d'accord avec l'élection ou la nomination du nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, par exemple. Oui. C'est son avis. Il va faire son test, il va écrire pour exprimer son désaccord. Mais ce qui est important, c'est justement de mobiliser des arguments qui ne soient pas en porte-à-faux avec la loi. Mais dès l'instant où ce citoyen donne son avis par rapport à cet événement, il n'y a pas forcément besoin en amont qu'il y ait un mécanisme pour filtrer, parce que ça serait un peu, enfin, aussi dans une logique de la Gestapo, on n'est pas dans ça. Non, non. La liberté va avec la notion de responsabilité. Et ça permet de chuter sur la seconde question. Mais on sait ce qu'on doit dire. La loi, l'article 19, je conseille parfois à nos concitoyens de lire nos textes. Parce qu'en fait, la société, elle est régie par des lois, des codes. Je veux marier, il y a le code du travail. Je veux faire du commerce, il y a le code du commerce. Je veux construire, il y a le code de l'urbanisme. Enfin bref, tout est réglementé. Donc nous, oui, en tant que citoyens ivoiriens, en l'occurrence, qui avons pour valeur union, discipline, travail, ça nous demande de savoir nos lois pour que la discipline à ce moment-là soit assurée. Donc je peux parler, mais en tenant compte de ce que la loi m'autorise à dire. J'ai le droit de parler en tenant compte des droits de celui qui est à côté de moi. Je peux m'exprimer en tenant compte de la sécurité nationale. Je peux m'exprimer en tenant compte de l'ordre public. Voilà, donc c'est... avec un peu de volonté, on peut avoir les informations pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Alors, nous avons un dernier élément à vous proposer. Alors, après avoir analysé l'influence des réseaux sociaux sur la société, on a analysé également leur impact sur la liberté d'expression. Une dernière question s'impose. Qui contrôle cet espace? Entre liberté, dérives et conséquences, parfois irréversibles, quelle est aujourd'hui la responsabilité des plateformes, des utilisateurs et du cadre juridique? Nous avons des éléments de réponse avec F. Boué. Les réseaux sociaux font partie du quotidien en Côte d'Ivoire. Facebook, TikTok, WhatsApp ou encore X, des espaces d'expression devenus incontournables. Mais derrière les écrans, des dérives pullulent, entre autres diffamation, injures publiques, diffusion de fausses informations, usurpation d'identité, harcèlement en ligne, menaces, atteinte à la vie privée. L'État a procédé au renforcement de son dispositif juridique à travers la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité et la loi numéro 2023-593 du 7 juin 2023 modifiant des articles de la précédente loi. Cette loi définit les infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication, les atteintes à la propriété intellectuelle, les agissements illicites sur les réseaux de communication électronique, les procédures pénales en matière de cybercriminalité notamment. Les peines varient selon la gravité des faits. Les coupables peuvent être condamnés à des peines de prison allant d'1 mois à 20 ans, des amendes pouvant aller jusqu'à plusieurs millions de francs CFA.
L'État assure également la régulation de ces plateformes numériques via la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (ACA) et l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (RTCI). La police nationale a dédié un service spécialisé en la matière, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC. Elle mène les enquêtes visant les infractions numériques, assiste les victimes, sensibilise le public pour sécuriser le cyberespace ivoirien. Les autorités ivoiriennes sont donc très claires. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Chaque internaute est donc responsable de ce qu'il publie, partage ou commente. Alors, c'est vraiment un sujet qui serait difficile à épuiser. On en a même parlé en amont, avant l'élément, tellement c'est au cœur même de la problématique. Moi, la question que j'aimerais vous poser, au-delà de vos réactions par rapport à cet élément de reportage, c'est lorsqu'une vie est brisée, est-ce que le droit peut réparer le préjudice subi? Alors, le droit, pas forcément spécifiquement d'un juriste, mais comment c'est possible qu'il y ait réparation selon vous? Il y a eu des cas ici en Côte d'Ivoire où des célébrités ont été victimes de diffamation. Bon, pour ne pas citer le nom de la personne a fait la prison. Donc la personne a fait la prison pendant un certain moment et la personne est sortie. Donc c'est pas forcément mon domaine. Il y a plusieurs cas comme ça? Oui, il y a plusieurs cas qui ont existé. Donc malheureusement, l'image a été écorchée sur le moment, mais c'est à la justice également de rétablir. Et comme il a si bien signifié, la justice prend son temps pour rassembler toutes les preuves, bien exploiter en fait les documents de preuve et puis prendre la décision qui s'impose, quoi. Donc oui, c'est possible de réparer, mais pas sur le moment. Raison pour laquelle je dis toujours que sur les réseaux sociaux, chacun doit contrôler son narratif. C'est vrai que très souvent, le droit nous dit de se réserver, de dire des choses en attendant peut-être que le procès arrive, mais c'est important aussi de rester en contact avec des personnes de loi pour essayer de contrôler aussi son narratif, parce que c'est trop facile de porter un jugement qui est faux sur quelqu'un, de dire que c'est un voleur, qu'il a détourné de l'argent. C'est important. On a aussi cette capacité-là d'écrire, de dire des choses pour contrôler son narratif en attendant que la justice également puisse trancher. Voilà. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que les populations doivent prendre conscience du danger que peut représenter un réseau social par lequel on porte atteinte à la considération d'une personne. Parce que quand on porte atteinte à l'honneur, à la réputation d'une personne, quand on diffame ou quand on injure une personne, les conséquences peuvent être graves, aussi bien pour la personne elle-même que pour son entourage. Des personnes peuvent se suicider parce qu'elles ont été diffamées et l'entourage peut en ressentir le coup. Pour les sociétés, pour les entreprises, également la réputation est sacrée. La réputation est sacrée, donc la perte de la confiance que peut générer une diffamation, un dénigrement ou une injure peut avoir des conséquences graves. En ce qui concerne la réponse du droit... On peut y aller un peu plus vite, on est à moins de 5 minutes de la fin. En ce qui concerne la réparation d'un préjudice moral, puisqu'il s'agit de préjudice moral, la réputation va se faire par équivalence, c'est-à-dire par le paiement de dommages et intérêts. Par le paiement de dommages et intérêts, le juge donc va apprécier en fonction du préjudice subi par la personne et le juge va lui allouer donc des dommages et intérêts. Sauf que il est difficile de compenser vraiment la souffrance psychologique que la personne subit par de l'argent. C'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Donc c'est la question que j'allais vous poser avant que l'on soit au terme de cette émission. Alors une personne injustement accusée en ligne peut-elle réellement reconstruire son image après un lynchage numérique selon vous?
Non, pas forcément. Je crois que c'est comme une cicatrice sur la peau. Il faudra se faire avec, il faudra faire avec. C'est-à-dire que malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On doit être psychologiquement fort face à des atteintes à notre honorabilité, de savoir que si nous sommes blanchis, il faut s'en contenter en fait. Voilà, et non pas revenir là-dessus. J'aime pas ce genre d'exemple, mais je suis obligé de le donner. Que ferait une femme violée lorsque elle a été reconnue qu'elle a été violée et qu'après, la justice lui donne raison qu'on condamne son violeur? Et cela ne veut pas dire que le viol n'a pas eu lieu. Il a vraiment eu lieu et elle est salie à jamais. Donc il y a cette réalité de notre vie qui est que quand on est reconnu dans nos droits, il faut accepter comme tel et puis avancer et non pas rechigner la chose, revenir là-dessus, c'est se faire du mal soi-même. D'accord. Vous avez un avis différent? Non, mais j'ai envie de dire que personne n'est à l'abri. Ça peut nous arriver à nous tous. Ce sont les choses de la vie. On ne va pas forcément chercher une diffamation ou des injures publiques, mais il y a des concitoyens parfois qui s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas et qui agissent de la sorte. Après, oui, c'est se reconstruire, oui, c'est pas toujours évident. On n'est peut-être plus la même personne, mais comme dirait quelqu'un, la vie doit continuer. Donc il faut chercher des ressorts, des ressources en soi-même et puis continuer. Je ne sais pas si on a encore le temps, mais moi, je n'ai pas envie de rester sur une note négative. Hein. Les réseaux sociaux sont une belle chose. On a quelqu'un comme Pierre Bourdieu, nous en sociologie, qui parle des capitaux, le capital économique, le capital culturel, le capital social, le capital symbolique. Avec les réseaux sociaux, on peut se faire un patrimoine au niveau du capital économique. Le capital culturel, c'est les connaissances que les réseaux sociaux nous permettent d'avoir aussi. Le capital symbolique, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, en termes de prestige qu'on peut avoir. Et donc, c'est important. C'est important. Et c'est pourquoi je dis à l'entame de notre échange que ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont un problème, c'est ce qu'on en fait. Et on a le droit de les utiliser, mais en faisant attention à ce que la loi nous autorise à faire. Un citoyen doit tenir compte de la loi. Parce qu'autrement, si on fait ce qui va à l'encontre de la loi, ben, il faut assumer les conséquences de ces actes. Et c'est en cela que nos concitoyens doivent comprendre que tout n'est pas permis, tout n'est pas utile aussi. D'accord. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alors, nous sommes quasiment au terme de nos échanges, mais j'ai une question à vous poser à vous quatre. Alors, est-ce qu'au fond de vous, vous ne vivez pas avec cette peur silencieuse qu'un jour vous soyez exposé de manière très injuste et que vous ayez du mal à reconquérir votre image? Oui, ça pourrait arriver. Voilà, nous sommes tous dans des métiers. Moi, je suis enseignant. Je sais que ça peut arriver d'une façon et d'une autre. C'est en même temps se prémunir de tout ce qui est autour de nous. Savoir que tout ne peut pas être rose du jour au lendemain. Et qu'on peut être confronté, comme l'a dit Dr Zawi, à des situations malheureuses. On souhaite que ça n'arrive pas. Mais au cas où ça arriverait, aujourd'hui on le sait, il faut être psychologiquement fort pour s'en sortir. Il faut se défendre. Il faut se défendre parce que quand on vous a diffamé, les diffameurs, je me sens guillemets, je ne sais pas si le mot existe, on n'a pas le droit, voilà, c'est pas lui qui le fait, mais bon. Écoutez, c'est à nous maintenant de nous défendre. Vous donnez votre sentiment en 2 phrases? Oui, pour moi, personne n'est à l'abri d'une telle situation. Voilà. Vous l'avez tout à l'heure. Oui, j'avais anticipé votre question. Personne n'est à l'abri. Mais à votre permission, docteur, il est bien gentil. C'est dit que je ne suis pas encore docteur. D'accord, monsieur Boka. Oui, moi je vais dans le sens de mon aîné. Et ce que je veux ajouter, c'est qu'il faut que chacun de nous apprenne à bien manipuler en fait son narratif. Je pense qu'on a tous un narratif et il faut apprendre à se défendre. Donc, il faut le faire de manière très encadrée, quoi. Mais tout le monde n'est pas à l'abri de ça. Tout le monde n'est pas à l'abri. Voilà, nous sommes au terme de notre magazine, le débat. Alors, les réseaux sociaux ont profondément transformé nos vies. Alors, les réseaux sociaux donnent la parole, révèlent, mobilisent et parfois permettent à des vérités d'émerger, c'est vrai, à des injustices d'être corrigées, c'est vrai, à des dignités d'être restaurées, rétablies, ça également, c'est vrai. Mais dans le même temps, ils peuvent exposer, ils peuvent fragiliser et parfois briser des vies. Alors, c'est toute l'ambivalence de ces espaces entre justice et dérive, entre réparation et destruction. C'est une ligne fragile qui se dessine, celle de notre responsabilité à tous. Et ça, on en a parlé sur le plateau. Alors, derrière chaque publication, derrière chaque partage, il y a une vie, une réputation et une dignité. Il ne faudrait pas que l'on oublie.
Alors, au fond de nous, la vraie question est, est-ce que dans ce monde où on peut devenir public en quelques secondes? Voilà, la vraie question. Alors, est-ce que nous sommes prêts à assumer ce pouvoir que nous avons entre les mains? Est-ce que nous sommes prêts? Bonne réflexion, madame, monsieur. Bonsoir et merci de nous avoir suivis.